Vous allez donc découvrir que les policiers et tous les agents de l'État qu'on place sous le fallacieux prétexte qu'il s'agit d'assurer la sécurité, ne sont en réalité là que pour servir les intérêts des gouvernants. Ils sont là pour collecter de l'argent en braquant, en spoliant les pauvres usagers de la voie publique, en leur ramassant toute la petite misère qu'ils ont encore dans les poches en termes de petits billets de banque. Observez un peu, monsieur Papa, ici. Il y a un contrôle de police quelque part. Les gens qui vivent à 2 mètres des rails, est-ce que c'est pas vrai? Prenez le train, vous allez voir. Mais la législation interdit ça. Il y a une emprise des voies ferrées qui est de l'ordre de 25 mètres de chaque côté. Pour qui laisse les populations s'installer là? Bon, quand vous voyez les gens qui occupent les marécages, l'humanisme qui a quitté ceux qui prétendent, je dis bien prétendent, nous gouverner. Parce que lorsqu'on gouverne, il y a un préalable, c'est qu'il faut aimer ses compatriotes. Et lorsqu'on aime ses compatriotes, on ne les laisse pas chaque fois souffrir d'une certaine manière. Lorsqu'il y a un cri quelque part, parce qu'on aime ses compatriotes, on est dirigeant, on réagit. Lorsqu'on n'aime pas ses compatriotes, on est sourd à leur souffrance, à leur supplication. Il est clair que le niveau de conscience nationale est très bas au Cameroun. Que ce soit au niveau des individus, de la société ou au niveau de l'État. Le souci de l'humain n'est pas une priorité. Pour tout le monde, quand vous voyez un accident au Cameroun, qu'est-ce que les gens se précipitent de faire? De faire les poches aux sinistrés. De filmer, filmer peut-être pour rendre compte, mais vous ne voyez pas. Premier sujet qui nous intéresse ce matin, il s'agit de la falaise de Tchang qui vient d'enlever la vie à quelques Camerounais et à la suite de ce double éboulement. Professeur Mathias Eric Owenangini, ils sont nombreux qui accusent la protection civile au Cameroun. On parle des mesures inappropriées concernant justement cet autre incident du côté de l'Ouest, notamment au niveau de cette falaise de Tchang. Nous savons très bien qu'il y a toute une direction dédié à cette protection civile au ministère de l'administration territoriale. Votre regard? Merci de me donner la parole. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux familles qui ont été affectées par cette catastrophe. Au sein des catastrophes naturelles, les éboulements sont des catastrophes assez particulières. Très difficile à canaliser. Les mouvements de terrain sont la chose la plus difficile à canaliser. Les mesures de prévention qui peuvent être prises consistant le plus souvent en fait à interdire que les voies qui se situent aux approches de zones accidentées soient en fait utilisées. Simplement, lorsque le système de communication n'est pas assez dense, il peut être difficile d'interdire de manière préventive l'utilisation de ces voies-là. Les éboulements et glissements de terrain, surtout dans des régions à relief assez accidenté, sont des choses très très difficiles à éviter. Maintenant, peut-être dans la logique de les prévenir, il vaut mieux au maximum, mais ça dépend aussi de la géographie, construire les voies de communication, les routes, notamment un peu loin de ces zones, c'est-à-dire des parties les plus risquées de ces zones. Merci, le professeur Onkong Vandom. Ils sont également nombreux qui pensent que, au regard de certaines catastrophes de plus en plus nombreuses au Cameroun, on a un réel problème de prévention de ces catastrophes. Quel est le regard que vous posez sur la prévention des catastrophes au Cameroun? Oui, au-delà de la simple question de prévention, et il s'agit avant tout d'une question de sécurité nationale,
qui passe par la sécurité des nationaux, des populations qui vivent au Cameroun. Et il faut noter à partir de cet événement que la sécurité des citoyens, la sécurité des hommes est hautement négligée par les gouvernants actuels. On aura observé que la seule sécurité qui vaille et les bonnes mesures qui sont prises à ce sujet concernent quasi exclusivement la sécurité des gouvernants, en commençant par la sécurité du président de la République, qui est assurée par toute une armée nationale au service d'une seule personne, d'un seul citoyen. Vous imaginez alors combien de ressources humaines, combien de ressources en termes de finances sont consacrées à cette sécurité-là qui ne concerne qu'un seul individu. Au-delà du président de la République, vous allez observer que chaque ministre et chaque haut dignitaire de la gouvernance actuelle a derrière lui un gendarme armé parfois jusqu'aux dents. On se soucie beaucoup plus de la sécurité des individus et des gouvernants encore qu'il faut se demander pourquoi ont-ils besoin de tant de sécurité. Vous m'avez posé une question sur la sécurité. Nous sommes bien là. Oui, je vous relance quand même. Il s'agit bien d'une question de sécurité. Et je oui, vous parlez des gardes du corps. Mais il s'agit d'une question de sécurité. La sécurité du dirigeant qui ne doit pas être atteint par quelque mal que ce soit. Ce n'est que ceux-là qui sont protégés. Pendant que toute une armée assure la sécurité d'une seule personne, alors que on met un gendarme derrière chaque ministre et chaque haut dignitaire, on nous fait comprendre que pour la sécurité des citoyens, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Pendant que la sécurité est mobilisée ainsi pour les dignitaires, vous allez vous rendre compte que des zones sensibles ne sont pas sécurisées. Les microbes font ce qu'ils veulent à Douala. Vous êtes agressé au détour d'un chemin parce qu'il n'y a pas de sécurité. Vous appelez pour qu'on vous vienne au secours à partir d'un poste de police ou de gendarmerie. On vous fait comprendre qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à mettre, d'éléments de sécurité, d'agents de sécurité à mettre à votre disposition. Pendant ce temps, le domicile du dignitaire est sécurisé par une escouade de gendarmes ou de policiers. Pour devenir donc... Est-ce que nous parlons là de la même sécurité? Nous parlons de la sécurité en sens que des mesures doivent être... Nous sommes au niveau de la prévention des catastrophes. Des mesures doivent être prises pour qu'un mal n'arrive pas aux citoyens. S'agissant donc de la prévention, nous y sommes. Un mal est-il déjà arrivé à ce dont je parle en ce moment? Je ne le pense pas. Parce que justement, des moyens sont investis dans la prévention. C'est pour ça qu'il y a un qui a toute une armée et c'est pour cela qu'il y a les uns et les autres qui sont protégés à titre donc préventif par des gendarmes et des policiers, parfois armés jusqu'aux dents. Pour revenir donc à la falaise de Mbé, il s'agit là d'une question de sécurité routière. Il y a une route qui passe par là. A-t-on suffisamment, à titre préventif, comme vous le voulez bien, assurer la sécurité de ceux qui vont et viennent en passant par nos routes? Vous allez observer, il n'y a pas que les éboulements qui mettent en péril les vies de ceux qui passent. Faites le tour des routes au Cameroun, vous allez voir qu'il y a des herbes qui empêchent la bonne circulation parce que restreignant la visibilité de ceux qui sont au volant. Vous allez voir des arbres qui sont plantés à quelques mètres seulement de la chaussée et qu'on n'arrive pas à titre préventif d'abattre pour que la voie soit suffisamment sécurisée. Très bien. Pour revenir donc à la route, vous allez donc découvrir que les policiers et tous les agents de l'État qu'on place sous le fallacieux prétexte qu'il s'agit d'assurer la sécurité,
ne sont en réalité là que pour servir les intérêts des gouvernants. Ils sont là pour collecter de l'argent en braquant, en spoliant les pauvres usagers de la voie publique, en leur ramassant toute la petite misère qu'ils ont encore dans les poches en termes de petits billets de banque. Observez un peu, monsieur Pata ici. Il y a un contrôle de police quelque part qui doit bloquer les voitures qui sont mal fichues parce que ne répondant pas aux normes techniques et présentant donc des garanties d'insécurité, je dis ça comme ça. Mais ces voitures-là passent au péril des citoyens qui peuvent rencontrer ces cercueils ambulants au détour d'un chemin. Mais vous ne verrez pas à un contrôle de police qu'on vous présente que voilà une voiture, un camion mal fichu. Dans la nuit, on ne vous présentera pas un camion qui circule sans phare, mais qui est pourtant passé par un contrôle, 2, 3, 4 contrôles de police sans qu'il ne soit stoppé. Il suffit alors de donner 1000 francs au policier qui est là. Ces 1000 francs, il faut bien le dire, remontent jusqu'au pouvoir central. Parce que c'est de ça que le système se nourrit. Si je me mets à vous expliquer comment ça fonctionne, eh bien vous allez me couper parce que vous allez me demander, comme vous avez bien utilisé l'expression, il faut chuter. Je préfère ne pas commencer à expliquer ce mécanisme. Si vous me donnez là depuis quelques minutes, suffisamment du temps pour que je puisse c'est pour vous dire, voilà, je n'aborderai donc pas ces questions. C'est pour vous dire simplement qu'il s'agit là de négligence en termes de prévention, en termes de manquement à la sécurité des citoyens si nous sommes arrivés à cet éboulement. Parce que l'éboulement est prévisible. Je suis passé plusieurs fois par cet endroit où il y a eu éboulement. Moi, je voyais que un jour ou l'autre, il y aura bel et bien un éboulement. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul endroit qui est dangereux, non pas seulement sur la route qui mène à Tchang, mais aussi sur plein de voies de communication au Cameroun. Seulement à Yaoundé, si vous prenez le tronçon de chemin de fer de l'entrée nord de la ville jusqu'à la gare ferroviaire de Léesodo, vous allez voir des maisons qui sont construites à des endroits pas possibles. Vous vous demandez comment ceux qui y habitent, parfois à 2 mètres des rails, à 2 mètres des rails, mais au-delà, à un endroit où la plus petite pluie peut causer un éboulement. C'est vrai, ceux qui y habitent n'ont pas suffisamment l'intelligence pour comprendre qu'ils sont en danger. Mais où se trouve l'autorité publique chargée de gérer ces choses-là, qui est censée être intelligente pour demander à ces populations-là de ne pas construire à ces endroits-là et de partir de là illico presto au risque pour d'y laisser leur vie. Merci pour cette abondante intervention. Je voudrais suggérer aux uns et aux autres d'être un peu plus précis, mais également concis. Alors, Abel et Limbilobé, nous parlons là de manière générale de la gestion des catastrophes au Cameroun. On en a eu très régulièrement ces derniers mois. On a eu la catastrophe de Mbankolo, on a eu la catastrophe de Bafoussam. Maintenant, c'est la catastrophe de Tchang, si nous voulons oublier les autres catastrophes. Ces derniers mois, nous nous retrouvons toujours sur les plateaux de télévision, pratiquement pour les mêmes dénonciations, les mêmes condamnations, mais rien de concret n'est fait au niveau de l'amélioration. Qu'est-ce qui coince? L'ordre gouvernant actuel au Cameroun ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations? Ce que vous dites est d'une pertinence inouïe. Chaque fois, il y a des catastrophes. Chaque fois, tout le pays se retrouve à travers les radios, les télévisions, etc. Et puis après, on se rend compte que rien n'est fait concrètement. Cela voudrait dire que les dirigeants n'écoutent pas nos récriminations. Ils ne prennent pas cela au sérieux. Ils ne s'estiment pas obligés de donner des suites
responsables, lorsqu'il y a des dénonciations, il y a des réflexions collectives sur les catastrophes, ils considèrent que c'est le temps de l'émotion, nous allons parler, nous allons nous taire. Et la vie va continuer. Et la vie va continuer. Et effectivement, la vie continue. Parce que, aussi bien ce qu'un Kouvando vient de dire, que ce que d'autres diront certainement en cette matière-là, l'État ne se montre pas à l'écoute. À l'écoute. On considère que quand il y a une catastrophe, oui, les opposants viendront pinailler. Mais ce n'est pas les opposants qui meurent. Ce n'est pas les opposants qui meurent. Les opposants parlent de la douleur. Et les dirigeants et le parti qui les soutient ne veulent pas parler de ces douleurs. Parce qu'ils croient que évoquer ces douleurs-là fragilise leur système. Donc, ils font comme s'ils laissent à l'opposition et aux médias proches de l'opposition la charge d'organiser un tintamarre sur ces questions. Et dès que nous sommes fatigués, bref, dès que nous passons à une autre actualité, c'est terminé. Alors, si nous regardons la chose de cette manière-là, Elimi Lobé, est-ce qu'on ne dira pas que le gouvernement du Cameroun méprise les populations? Mais le gouvernement du Cameroun méprise tous les Camerounais qui expriment des désaccords par rapport à la façon dont la conduite des affaires publiques est menée. Ça, c'est évident. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Quand on fait des critiques, on considère que nous sommes des professionnels de la critique. D'ailleurs, à une certaine époque, on nous a dit que nous faisons la péoraison creuse. Ah bon? Oui. Donc, vous voyez, quand un gouvernement, un régime, des dirigeants ont une telle posture intellectuelle assez fermée à des choses qui sont pourtant des réalités. Quand Kouvando évoque les gens qui vivent à 2 mètres de rails, est-ce que c'est pas vrai? Prenez le train, vous allez voir. Mais la législation interdit ça. Il y a une emprise des voies ferrées qui est de l'ordre de 25 mètres de chaque côté. Pour qui laisse les populations s'installer là? Bon, quand vous voyez les gens qui occupent les marécages, il n'y a pas de saison de pluie à Douala, et cette fois-ci encore, sans que dans la zone dite sable, à Mbanya en fait, comme nous on appelle, à Douala 5, sans qu'il y ait des inondations, que les gens se retrouvent dans la détresse. Mais eux-mêmes, les habitants de ces endroits non édificandés, se sont déjà habitués aux catastrophes. C'est-à-dire qu'ils subissent une catastrophe, et puis ça passe, et ils recommencent, ils oublient, ils attendent la prochaine catastrophe. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Mais il y a quelques jours ici, Pour chuter. j'ai évoqué un incendie grave qui s'est passé à Bonabéry. Où la personne a fait le tour des casernes de sapeurs-pompiers, en commençant par la caserne de Bonabéry où il habite. Et c'est les pompiers qui lui répondent que tous les véhicules qui sont là ne marchent pas. Et les pompiers l'envoient à la caserne d'Aqua, qui se trouve à plus de 5 kilomètres. Avec tout ce que vous pouvez imaginer comme embouteillage à Entre-temps, la maison est en train d'être brûlée. Entre-temps, la maison est en train de brûler. C'est-à-dire que les pompiers de Bonabéry n'ont pas cru bon de s'impliquer. Comme ils n'ont donc pas de véhicule, mais eux auraient pu utiliser leurs appareils de communication qui doivent être au moins prêts. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on lui a dit? Laisse-moi d'abord dire qu'eux, ils n'ont pas appelé Aqua. Pour dire à Aqua que nous avons un sinistre ici, venez. Ils ont envoyé le sinistré. Le sinistré arrive à quoi? On lui dit qu'il n'y a pas de véhicule disponible. Le seul véhicule qu'ils ont qui marche, parce que les autres ne marchent pas, est en intervention au Kangiabassi. Et les pompiers d'Aqua lui demandent d'appeler les pompiers du port. Eux-mêmes n'appellent pas les pompiers du port. Et quand elle arrive au port, mais la maison a brûlé entièrement. Ah oui. Tous les papiers ont brûlé. Tous les meubles, les lits ont brûlé. Il n'y a même pas de traces d'un meuble. Ça dit que l'incendie, les murs se sont fissurés. il n'y avait que de la cendre. Là, nous avons eu une chance.
c'est que ce feu-là ne s'est pas propagé dans les maisons à gauche et à droite. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de... on passe la parole à Roger, Justin. Roger, nous avons des images que certains peuvent qualifier d'images choquantes au-delà des cadavres, mais nous avons vu des êtres humains rechercher d'autres êtres humains en 2024 au Cameroun à l'aide des roues, à l'aide des pelles, à l'aide des pioches. Comment vous interprétez une telle recherche lors d'un éboulement, lors d'une catastrophe? Permettez-moi d'abord de réitérer nos condoléances à l'endroit des familles qui ont été éprouvées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, puisqu'il y en a eu. Tout à fait. Pour répondre à votre question, je vais citer le président Kamto, qui, cette semaine, a donné une conférence de presse sur la question. Je cite, « Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piéger par les éboulements à la falaise de Sancho, par Tchang, après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2004 à 11h, pour aller fêter le 42e anniversaire de la session au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. » Fin de citation. Quand j'ai lu ça, c'est pour traduire l'humanisme qui a quitté ceux qui prétendent, je dis bien prétendent, nous gouverner. Parce que lorsqu'on gouverne, il y a un préalable, c'est qu'il faut aimer ses compatriotes. Et lorsqu'on aime ses compatriotes, on ne les laisse pas chaque fois souffrir d'une certaine manière. Lorsqu'il y a un cri quelque part, parce qu'on aime ses compatriotes, on est dirigeant, on réagit. Lorsqu'on n'aime pas ses compatriotes, on est sourd à leurs souffrances, à leurs supplications. C'est ce qui se passe avec le régime actuel. Parce que jusqu'ici, le président Paul Biya, qu'on dit avoir été élu par 75% des Camerounais, n'a exprimé la moindre compassion à l'endroit de ces Camerounais. Dieu seul sait combien ils sont, qui sont morts lors de ces éboulements. Et les images que nous voyons confirment effectivement qu'il y a encore beaucoup qui sont encore ensevelis sous la terre. Comment on peut être aussi inhumain? Comment on peut être aussi sourd aux souffrances de ces populations qui, dit-on, vous ont élu? J'aurais dit, vous aurez élu. Ne serait-ce qu'un message de compassion, oh mon Dieu. Il aurait dû même envoyer le chef de gouvernement, le Premier ministre. Mais on ne le voit nulle part sur le terrain pour apporter le réconfort personnel de celui qu'on dit que les populations ont élu à 75% dans ce pays. Entre-temps, quand même, Roger Justin, on a vu le ministre des Travaux publics. Je ne parle pas du ministre des Travaux publics. Chacun va là-bas, chacun va jouer son show. C'est le ministre opérationnel. Chacun va jouer son show là-bas. Ça ne veut rien dire. Le ministre des Travaux n'a même pas y aller parce que y aller même en reste, c'est une forme de défiance à l'endroit des Camerounais. C'est pas aujourd'hui parce que justement c'est lui qui aurait pu résoudre ce problème depuis fort longtemps. Il allait faire comment pour... Il y a des alertes. Non, il y a des alertes depuis par les experts en la matière qui alertent sur ces éboulements-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir? Ça, vous parlez de la prévention. D'ailleurs que gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévenir. Ils auraient dû écouter les experts en la matière et prendre les mesures idoines pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Et lorsque ça arrive, leur patron à tous ne fait absolument rien. Pire encore, nos compatriotes RDPC à Tchang n'observent même pas une minute de silence lors des cérémonies de l'anniversaire. Au meeting du RDPC. Nous sommes partout. Est-ce que vous étiez au meeting du RDPC? Je dis que nous sommes partout. Je n'ai pas besoin de dire physiquement, j'ai des camarades là-bas. Nous sommes partout sur le territoire. J'ai pu vous confirmer qu'il n'y a même pas eu, ni à Tchang ni ailleurs, une minute de silence. D'ailleurs, ça vous rappelle que... Il y a ce débat, hein, Roger, gardez le microphone, parce que au niveau de la toile, et même dans certains médias, cela est revenu de manière récurrente. On critique vivement le RDPC d'avoir organisé leur meeting, leur célébration le 6 novembre dernier, malgré que le Cameroun était en deuil. Alors, le RDPC devait, pour une fois, abandonner leur célébration des
42 ans au pouvoir du président Paul Biya? Ils auraient dû le faire, ne serait-ce qu'à Tchang. Pour exprimer leur compassion en l'endroit des compatriotes, parce que ça s'est passé à Tchang. C'est pourquoi je dis bien ne serait-ce qu'à Tchang. Mais même à Tchang, on n'a pas observé la moitié. Donc, même à Tchang, la fête du RDP, c'est plus important que les vies. Et tout simplement, d'ailleurs, je vous rappelle, je pense que c'était en 2023, pendant que les gens mouraient à Kumba, le président de la République coupait le gâteau au palais de l'Unité. Donc, ça veut dire, ça traduit exactement très bien leur ressenti par rapport à nos populations. Et tout à l'heure, vous avez posé une question importante. Qu'en 2024, on soit encore à chercher à déterrer les gens avec les roues, les pelles et consorts. Donc, ça vous montre à quel niveau le Cameroun se situe. Mais je vous rappelle qu'il y a toute une direction de la protection civile au Minat. Et là, subitement, on n'entend pas l'éleveur d'abeilles, les serpents et consorts. Il aurait pu s'exprimer. Que fait sa direction avec un budget colossal de 7 milliards de francs CFA chaque année? Absolument rien. Et j'ai lu le message d'un Camerounais, un expert camerounais, parce que je le connais personnellement, qui s'est écrit parce qu'il avait, il y a quelques années, fait une proposition à l'État à travers au gouvernement à travers ce ministère-là. Et il y a eu des séances de travail. Et à la fin, ça n'a abouti à rien. Il dit clairement que dans ce ministère-là, il n'y a aucun expert en matière de protection civile. Ce sont des professeurs d'histoire, ce sont des professeurs civils qui ne comprennent rien à la protection civile. Est-ce que c'est facile d'écouter une telle accusation? Mais c'est facile. Mais il n'accuse pas, il donne les faits, monsieur. Il donne les faits. C'est pas l'exemple. Non, il ne fait pas dans les exagérations. Non, ce monsieur, je le connais personnellement, il est très modéré. Toute une direction de la protection civile, il a travaillé, il a eu des sessions de travail. Tout ça avec ses télé avec ces gens. Il dit il n'y a aucun expert là-bas. Ça suffit. Aucun. Très bien. Et 5 milliards, je vais vous dire, sont dépensés en missions fictives, en ateliers, en séminaires, tout ça. Ce n'est pas vraiment pour protéger les Camerounais. C'est compris, Roger Justin. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous ne nous éloignons pas de cette dénonciation forte qui a été faite au niveau de la place publique cette année, au moment où nous pleurons les morts de la falaise de Tchang. Mais le système célèbre les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya avec faste et solennité. Certains ont pensé que c'est totalement inhumain. Bon, en partie, je rachète les complaintes du MRC. À Tchang, notamment, le RDPC aurait dû s'arrêter. À Tchang, notamment. Maintenant, je ne pense pas que le RDPC aurait dû annuler toutes ces célébrations sur toutes les Pourquoi pas, Blériot? Non, on ne l'a pas fait pour autre chose. Nous parlons là des personnes qui sont mortes. Mais ce n'est pas les premières personnes qui meurent. Donc, comme les gens meurent régulièrement, non, vraiment, vous banalisez, il y a la mort. On ne banalise pas la mort. Ce n'est pas les premières personnes qui meurent à Tchang. Ce n'est pas les premières personnes qui meurent ailleurs. C'est une célébration nationale d'un parti. Si même c'est dans le MRC que c'était arrivé, le MRC allait peut-être pleurer à Tchang, mais n'allait pas tout arrêter partout. Sinon, on me donne des exemples. Telle chose est arrivée, on a tout arrêté sur le plan national. Vraiment, ça c'est des politiciens. Chacun cherche sa part de gâteau. Bon, maintenant, il est clair que le niveau de conscience nationale est très bas au Cameroun. Que ce soit au niveau des individus, de la société ou au niveau de l'État. Le souci de l'humain n'est pas une priorité. Pour tout le monde, quand vous voyez un accident au Cameroun, qu'est-ce que les gens se précipitent de faire? De faire les poches aux sinistrés. De filmer, bon, filmer peut-être pour rendre compte, mais vous ne voyez pas un engagement citoyen. Les Camerounais ne réagissent pas de cette façon. Au niveau de vous parlez de la direction protection civile. Quitter Yaoundé, arriver jusque dans ces zones-là, qu'est-ce qui est fait au niveau local? Pas grand-chose. Vous connaissez une sous-préfecture qui a le matériel de sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, vous, les gens de Yaoundé Douala, vous croyez que le monde, c'est vous? Quand tu es à Yaoundé Douala, si ta maison brûle en Balmayo, on fait comment? En Banga. Ici, en Balmayo, à 50 km de Yaoundé, si ta maison brûle. En Dom. Bon, Dom, non. Là-bas, c'est perdu. Si ta maison brûle en Dom, tu cherches l'eau ou le sable. S'il y en a pas, en Gambé, là-bas, non. Même il n'y a rien. Et là, nous parlons d'un pays.
Parce que nous avons tout concentré à Yaoundé. Lié l'Orbatindi. Non, voilà, l'Orbatindi. Voilà, non, tu ne peux pas. Dans notre niveau de conscience sociale est très bas. Nous n'avons rien prévu. Parce que vous voyez l'égoïsme des urbains, non? Nous ne savons pas que dans nos camps, si ta maison brûle, la bombe brûle. Il n'y a rien à faire. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer sommairement. Avant, les pompiers étaient des civils rattachés aux collectivités territoriales décentralisées. Même comme elles n'existaient pas, c'était quand même des communes. Tout à fait. C'était les communes qui devaient avoir des casernes de pompiers. On a fait une réforme ici qui a été saluée en grande pompe. On a dit que on a rattaché les pompiers à l'armée. Croyant que comme ce seront des gendarmes, ils seront plus outillés. Ils seront plus vifs, plus dynamiques. Mais surtout plus outillés. Non, mais maintenant, on se rend donc compte que 360 communes, les 360, il y a à peine 5 communes. Parmi les 360 qui ont une caserne de pompiers. D'ailleurs, la seule ville de Yaoundé n'a qu'une seule caserne de pompiers. Donc, alors, parfait ici, quand vous voyez un tel tableau, est-ce que c'est un tableau d'un pays qui se soucie de la sécurité? On n'a pas besoin. Les gens aiment dire on garde le nom. Comment on peut même arranger le nom de ce pays? C'est ça le problème. Il n'est pas facile. Même des gens qui essayent de montrer que le charbon est de couleur blanche n'y parviennent pas. On ne met aucun soin à protéger les gens. Les communes elles-mêmes pouvaient s'organiser. On n'a pas besoin que ce soit cet État central qui visiblement, parce que les zones que j'ai citées là, montrent que quand il y a une catastrophe, qu'est-ce qui est prévu même au ministère pour faire la recherche des corps à un tel niveau? Rien. Je vous ai dit ici en pleine semaine sur Espace Miné, ça fait rire les gens. Quand on cherche les gens à l'aide des pioches, on peut piocher quelqu'un qui pouvait vivre. Voilà. Lui piocher son cœur. On précipite sa mort. Est-ce que ça se fait comme ça ailleurs? Donc, il y a une réforme profonde qu'il faut mettre en place. Il y a donc une réforme profonde selon Blériot qu'il faut mettre en place, professeur Owenangini. C'est un tableau extrêmement sombre que nous sommes en train de peindre là, dans un tel régime qui abandonne apparemment, visiblement, ses compatriotes. Comment on qualifie un tel régime? Un régime inhumain ou alors un régime sorcier? Ça, c'est une question qui est typiquement biaisée. Il faut apprendre à regarder les choses sans des ornières idéologiques. Le problème de la protection civile en tout espace est difficile. Maintenant, il est plus dans certains environnements que d'autres parce que les pays n'ont pas les mêmes niveaux d'équipement, n'ont pas les mêmes niveaux d'infrastructure, n'ont pas les mêmes niveaux d'organisation. Et en l'occurrence, pour des risques de ce type, dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas les prévenir de manière absolue. Aucun pays au monde, même les plus développés, ne peut vous dire qu'ils peuvent contrôler de manière absolue les risques qui sont liés à des éboulements. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut être conscient de ce que, précisément, dans notre pays, nous avons des niveaux d'équipement limités. Et sur le temps, imaginer des solutions qui sont fonction aussi des contraintes économiques et financières. Professeur, ces derniers mois, pour ne pas parler ces dernières années, je ne sais pas ce qui arrive au Cameroun, nous avons de plus en plus de ce type de catastrophes. Alors, ces 5 dernières années, attendez d'abord, professeur, je vous pose une question. Ne fût-ce que ces 5 dernières années, est-ce que le régime en place, bien le gouvernement, ne pouvait pas s'arrimer à ce que, si jamais il y a un autre éboulement, qu'on ne puisse pas chercher des personnes sous des décombres à l'aide des roues, à l'aide des pioches? Monsieur Aïssi, oui. Monsieur Aïssi, il faut raison garder. Il n'y a aucun système, même aucun niveau d'équipement qui peut vous assurer que s'il y a inondation, s'il y a éboulement, vous allez retrouver tous ceux qui ont été concernés par cela. Il y a nécessairement des gens que vous n'allez jamais retrouver. Nous sommes d'accord. Cela étant dit, ça ne nous empêche donc pas de pouvoir imaginer des solutions en fonction de notre situation pour améliorer. Il faudra combien de temps pour que nous puissions imaginer ces solutions? Attendez.
même si c'est 3 On a déjà fait c'est plus de lui. 60 ans, est-ce qu'on a imaginé? Ce genre de choses ne se traite pas par la démagogie et ne se traite pas par la politisation instrumentale. Ce sont des choses sérieuses. Ce serait n'importe quel régime. Avec les contraintes qu'il y a, ça ne changerait à l'appel, ça ne professeur. changerait pas grand-chose. Oh, non, non. Je le dis. Ce serait n'importe quel régime. Vous mettez dans un autre régime, on voit aussi. Ça ne peut pas, c'est pas moi qui- on ne peut pas seulement dire ce serait n'importe quel régime. Ce serait, je sais que ça vous énerve, monsieur. Ce serait n'importe quel régime. On vous Mettons dans a un autre régime, on voit aussi. On va vous écouter. On vous a écouté. Ce Laissez serait donc les autres parler. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que des gens qui montrent, disent-ils, d'esprit démocratique ne laissent jamais les autres parler et ne laissent pas d'autres points de vue que les leurs s'exprimer. C'est quand même assez étonnant. Bon, revenons donc. Je dis donc que il faut précisément, quand on imagine les solutions, dire aussi, parce que vous en prenez beaucoup au pouvoir public, je ne dis pas que les pouvoirs publics n'aient pas leurs limites. Nous devons nous en Mais prendre à qui? attendez, laissez-moi parler. Et je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais laissez-moi devons parler. nous en prendre à qui? Laissez-moi parler, monsieur Elim. Laissez-moi parler. Il dit que ça lui fait Moi, je suis d'accord. Mais laissez-moi donc parler. Qu'est-ce qu'il y a à parler? Quand vous parlez, je vous empêche de parler. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Calmez-vous, professeur. Allez-y, professeur. Donc je dis que dans les solutions à imaginer, il faut aussi dire, et ça, M. Niamek l'a dit, mais comme ce n'était pas politiquement exploitable, il n'a pas approfondi. Il y a un problème de conscience civique. Ici, à Yaoundé, à plusieurs reprises, les autorités en charge de la ville ont déconseillé, même par des mesures coercitives, que les gens s'installent à certains endroits. Ils se sont quand même installés. Et on a même vu des activistes des droits de l'homme dire que non, en fait, on veut réprimer ces gens parce qu'ils appartiennent à telle ou à telle communauté. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Donc, il y a un sérieux problème de conscience civique, en même temps aussi qu'une culture limitée. Et là, nous sommes d'accord, une culture publique. Ça concerne donc les institutions publiques et ça concerne aussi les citoyens sur la manière de gérer les risques. Et là, nous sommes d'accord, nous devons faire des efforts là-dessus. Pour terminer, Allons-y. je dirais aussi, président, je perds un peu le fil. Ce qui ne vous arrive jamais. C'est pas facile. Hein. Monsieur le professeur, Il vous arrive vraiment de faire la je sais que la sinistrose vous arrache. Je sais, ce n'est pas un problème il faut raison garder. Il faut raison garder. C'est comme aucun pays ne peut prévenir de manière absolue certains types de risques. Mais c'est vous parlez ce que je vous appelle. Certains pays ne cherchent plus les gens avec. On vous a compris, professeur. Parce que ces pays-là n'ont pas le même niveau d'organisation. Mais nous, on a également C'est que et même dans ces pays, il y a, je prends un pays comme la France, il y a chaque année, je dis bien chaque année, des inondations dans les mêmes jeunes, dans les mêmes zones. Et malgré le niveau d'équipement et d'organisation, ça n'empêche pas que ces inondations aient lieu. Donc il y a des risques qui sont imparables. Par contre, on doit améliorer l'organisation de secours. Là, nous sommes d'accord. Je vais retrouver l'élément que je disais tout à l'heure. Soyons aussi justes. On ne peut pas dire, et là nous devons être sérieux, qu'à la Direction nationale de la protection civile, il n'y a aucune expertise. Il faut être sérieux. L'expertise en matière de sécurité civile est diverse. Il y a des gens qui sont experts parce qu'ils s'occupent des questions de médecine, de l'urgence. Il y a des gens qui sont experts parce qu'ils s'occupent de l'organisation administrative des secours. Il y a des gens qui sont experts et s'occupent de la logistique des secours. Donc vraiment, le problème essentiel, à mon avis, c'est un problème d'allocation et d'utilisation des moyens qu'on a. C'est compris, professeur Abel Elim Bilobe, vous aurez exactement 1 minute et demie parce que nous avons encore 2 autres sujets aussi importants. Allons-y, Elim Bilobe. Pour dire que il ne faut pas caricaturer ce que le recteur est en train de dire. Il y a une part
une très grande part de vérité. Je n'ai pas simplement eu suffisamment de temps pour le dire aussi. Il y a une grande culture de la désobéissance aux recommandations des dirigeants. Ça existe. On le voit tous les jours dans les grands centres urbains comme à Douala et à Yaoundé. Et cette grande force permanente de désordre urbain actif. Cette culture-là, elle est propice à la gravité des catastrophes. Vous savez, quand j'étais petit, à Douala, là, à la cité Chadi où nous avons vécu, il y avait un marché spontané au bord de la route. La route qui vient de Carrefour à Gip vers le rond-point. Vous savez ce qui s'est passé à ce marché-là? Non. Un grumier arrivait à l'époque, il y avait encore l'exploitation forestière dans le Mungo. Un grumier arrivait du Mungo pour aller à la scierie qui était vers la régie. Il y avait une grande scierie. Au niveau de ce marché où les gens étaient en route, c'est là que les chaînes qui liaient les billes de bois se sont coupées ou détachées. Les billes sont tombées sur les gens. Ça a tué les gens. Ça a écrasé une femme enceinte. On a retrouvé le fœtus éparpillé. Oh là là. C'était horrible. Mais ça n'a pas empêché que Douala, la caractéristique de Douala, soit que les gens sont en route. Bien sûr. Les gens pensent que... Parce que quand vous dites en route, les gens pensent que pour gagner leur pain quotidien, ils doivent déroger à toutes les règles. Au moment où je parle, je termine par là. Au boulevard Amadou Ahidjo, qui était la plus grande voie de la ville, là où le défilé se passait comme ça se passe ici à l'avenue du 20 mai. C'est devenu un grand marché. Un grand marché d'un genre extraordinaire. Tous les Chinois s'installent. Et tous ceux qui viennent acheter les marchandises chez les Chinois s'installent devant les boutiques des Chinois pour vendre. Tout le monde voit ça se dérouler. Personne ne dit rien dans la ville de Douala. Nous marquons une autre touche pause et nous revenons sur ce plateau pour évoquer une autre actualité de la semaine.